Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie et réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec la Dr Anaïs Caillard qui travaille en anesthésie et réanimation au CHU de Brest pour parler de post-intensive care syndrome ou syndrome post-réanimation. Merci Dr Caillard d'avoir accepté de nous parler de ce sujet. Pour commencer, pouvez-vous nous donner une définition de ce syndrome et des informations sur sa fréquence ? Oui, mais déjà merci de m'avoir invité. Donc, pour la définition du syndrome post-réanimation, donc les premières définitions datent d'environ les années 2010 et c'était surtout anglo-saxonne. Actuellement, nous avons la définition qui a été proposée par l'HAS l'année dernière, donc en 2023. Donc cette définition dit que le syndrome post-réanimation, c'est la survenue ou l'aggravation de symptômes qui vont rentrer dans différentes catégories composantes, 3 composantes différentes, avec une composante physique, des symptômes donc physiques, des symptômes psychologiques ou psychiatriques et des symptômes d'ordre cognitif. Il peut bien sûr y avoir l'association des différents symptômes. Ces symptômes vont surtout survenir dans la suite d'un séjour en réanimation. L'HAS propose même une survenue dans les 12 mois qui vont suivre la sortie de réanimation. Et ces symptômes peuvent entraîner des limitations d'activité, des altérations de la vie quotidienne des patients, une perte d'autonomie et entraver leur réinsertion sociale. Ça peut aussi également affecter les familles. Alors, est-ce que c'est fréquent ? Finalement, les études aux alentours des années 2010 disaient déjà que probablement on était dans 50 à 70% de nos patients qui développaient un syndrome post-réanimation à la sortie de la réanimation. Les chiffres de l'HAS sont assez, je trouve, alarmants puisqu'ils estiment qu'à 3 mois, nous avons 50%, plus de 50% de nos patients qui vont développer des symptômes qui soient d'ordre physique, cognitif ou psychologique, qui vont rentrer dans le cadre d'un syndrome post-réanimation. Donc on est vraiment sur un syndrome qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, et probablement parce qu'on ne le cherche pas souvent assez. Vous avez commencé à l'aborder, mais est-ce que vous pouvez nous détailler les grandes composantes de ce syndrome ? Oui, alors pour essayer de bien catégoriser ce syndrome, il a été défini 3 types de catégories. Donc, je vous ai parlé de la catégorie tout d'abord physique, c'est celle dont on parle souvent. L'HAS propose de lister un petit peu quels types d'organes peuvent être atteints. Et en fait, quand on regarde, ça peut toucher quasiment tous les systèmes de l'organisme, aussi bien le système respiratoire que le système cardiovasculaire, que le système surtout moteur. Un des grands symptômes de cette composante, ça va être la faiblesse musculaire acquise, en l'occurrence en soins intensifs. C'est souvent une faiblesse musculaire que vous avez observée chez vos patients, qui va être une faiblesse généralisée, qui va toucher souvent les muscles de la périphérie, mais avec une prédominance proximale. Ça peut toucher les muscles respiratoires et donc avoir des conséquences au long terme sur les capacités respiratoires de nos patients. Généralement, ça ne touche pas par contre les muscles de l'oculomotricité. Si vous restez pour cette faiblesse musculaire, si vous restez vraiment sur un diagnostic clinique, vous allez sous-estimer probablement l'atteinte de vos patients. Et souvent, on passe d'une 37% à 47% lorsqu'on est sur un diagnostic électrophysiologique. Donc, c'est vraiment de temps en temps des symptômes qu'il faut aller rechercher. Donc ça, c'est la composante physique. Après, vous avez la composante cognitive. Alors, cette composante cognitive, elle va être aussi toucher le patient de diverses manières. Vous allez avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la fonction exécutive, des troubles du langage, des troubles de l'attention, de la concentration, des troubles de la compréhension des patients. Et ces symptômes peuvent être aussi sous-évalués par les patients. On a une étude en 2020 qui en fait qui a repris une trentaine d'études, qui les a reclassées. Et en fait, lorsque les études se basent sur une évaluation objective, typiquement le score de MMS, on est à 54% des patients qui présentent des troubles cognitifs à 3 mois. Et 40% des patients les présentent encore à 12 mois. Si par contre vous êtes sur une évaluation subjective, donc le patient qui va s'évaluer lui-même, on est à 35% des patients à 3 mois. Donc les patients ont probablement tendance à sous-évaluer leurs troubles cognitifs, probablement parce qu'ils s'adaptent finalement à ces troubles et finissent par s'habituer et vivre avec. Donc ces troubles cognitifs sont très présents.
probablement sous-évalué par le patient lui-même. Les facteurs de risque ne sont pas toujours clairement identifiés. On sait que le niveau d'éducation, l'origine ethnique peuvent jouer. La présence d'un épisode de délirium, et c'est un épisode de longue durée de délirium, plus de 5 jours pendant le séjour en réanimation, va être un facteur de risque. Si le patient a présenté des symptômes de stress aigu lors de son hospitalisation, ça va être aussi un facteur de risque. Et le syndrome de détresse respiratoire aiguë est aussi associé à une augmentation du nombre de troubles cognitifs à la sortie de l'hospitalisation. Par contre, la durée de sédation, la durée de ventilation mécanique ou les doses de benzodiazépine ne sont toujours pas retrouvées clairement associées à ce type de symptômes. Et enfin, vous avez la dernière composante du syndrome post-réanimation, qui est l'altération psychologique des patients. Ça va regrouper des syndromes dépressifs dans 23 à 34% des cas, des syndromes d'anxiété dans 25 à 42% des cas et le syndrome post-traumatique dans 22 à 50% des cas. Pareil, les facteurs de risque sont pas toujours très bien identifiés. On sait que si le patient a un souvenir de période délirante durant son séjour, il va être plus à risque de développer des troubles d'anxiété et de syndrome post-traumatique. Par contre, l'âge, le sexe, la gravité de la maladie ou le diagnostic et même la durée de séjour ne semblent pas forcément associés à la survenue de ce type de troubles psychologiques. Je pense quand même qu'il est important de savoir que toutes ces études, tous ces pourcentages que je vous ai donnés sont extrêmement larges. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les populations qui sont étudiées dans les études ne sont pas toujours vraiment comparables et surtout il existe énormément d'échelles et de scores possibles pour analyser ces différentes composantes et on a souvent un peu de mal à vraiment pouvoir comparer les études entre elles. Vous l'avez bien souligné, nous c'est des diagnostics auxquels on ne pense pas forcément et puis les patients peuvent les sous-évaluer. Est-ce qu'il y a des éléments en fin de séjour qui nous font identifier certains patients qui vont être à risque et donc qu'il faudrait peut-être revoir ou en tout cas sensibiliser à ce syndrome ? Alors, les facteurs de risque ne sont pas toujours en effet faciles à identifier. Les patients qu'il faudra suivre derrière, à qui il faudra en effet proposer probablement un projet de soins ne sont pas toujours évidents à identifier non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le syndrome post-réanimation, c'est 3 composantes qui sont quand même très différentes l'une de l'autre, donc avec forcément des atteintes qui vont être très variées, des symptômes très variés, et forcément il est difficile d'identifier 1 ou 2 facteurs de risque. Néanmoins, lorsqu'on regarde un peu la littérature propose de catégoriser un peu les facteurs de risque pour essayer de les identifier. Donc vous allez avoir des facteurs de risque qui vont être liés au patient lui-même, typiquement l'âge, la fragilité préexistante à la réanimation peuvent être des facteurs de risque de développer une composante physique du syndrome post-réanimation. La maladie pour laquelle il va être pris en charge en réanimation peut aussi jouer forcément dans la mécanistique qui expliquerait les syndromes post-réanimation. Typiquement, l'inflammation persistante, l'inflammation systémique persistante peut être un facteur de risque. Donc le sepsis est souvent très étudié en fait et le choc septique est souvent très étudié dans les études qui s'intéressent au PIC. Après, il y a tous les soins qu'on va mettre en place, comme on en a discuté, donc forcément l'alitement prolongé. Typiquement, la ventilation mécanique prolongée peuvent être des facteurs de risque de développer secondairement un syndrome post-réanimation. Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'environnement. L'environnement stressant des patients, que ce soit le bruit, la lumière. Donc c'est vraiment l'environnement soit dans la chambre du patient, mais aussi l'environnement familial et l'entourage des patients vont malheureusement pouvoir avoir un impact sur la survenue ou non d'un syndrome post-réanimation. Et justement, qu'en est-il de l'entourage, des familles ? Sont-ils également touchés ? Alors c'est comme on l'a vu dans la définition initiale de l'HAS, la dernière petite ligne dit qu'en effet c'est des symptômes qui peuvent toucher les familles. Et ça, les familles peuvent présenter soit des symptômes physiques de temps en temps, mais surtout des symptômes psychologiques, typiquement l'anxiété, la dépression, le syndrome post-traumatique, le deuil pathologique peuvent les impacter. L'HAS, dans son texte, estime qu'on est entre 20 et 40% de symptômes finalement qui peuvent rentrer dans ce qu'on va appeler aujourd'hui le syndrome post-réanimation des familles ou le PIC family.
Les facteurs de risque ne sont pas clairement identifiés parce que les études sont très difficiles. On est souvent là typiquement dans des critères de jugement qui vont être subjectifs, qui vont être de l'auto-évaluation des patients et qui vont dépendre de beaucoup de choses. Typiquement, le moment où vous allez poser ces questionnaires, est-ce que la famille à ce moment est en difficulté sur des décisions dures? Est-ce qu'il y a déjà des aides qui ont été mises en place pour le patient et pour la famille? Donc forcément, les résultats ne sont pas toujours faciles à analyser. Il semble que quand le niveau d'éducation peut jouer sur la survenue du pic family, le fait qu'en réanimation, la relation avec les équipes n'ait pas été facile ou qu'il y ait des décisions très difficiles à prendre pour les familles. Et à ce moment-là, peut-être dans ce genre de cas, proposer vraiment un suivi pour les familles, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Merci beaucoup, Dr Caillard, pour les réponses à nos questions. Et merci à vous pour votre écoute. Vous retrouverez les références citées dans cet épisode sur nos plateformes d'écoute et pensez à vous abonner à ARPOD. Merci à vous.